Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue si vous venez seulement de nous rejoindre. On est toujours en direct ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette 7e édition de la Maker Faire Paris, édition digitale qu'on vous fait vivre au plus près, directement chez vous. C'est pas beau ça? Vous n'avez même pas eu besoin de vous déplacer, d'aller dans le froid, la pluie, quoi que ce soit. Non, un temps dégueulasse sur Paris, la région parisienne. Donc c'est bien, restez chez vous, vous êtes bien, au chaud. Et surtout ça nous... marche bien les amis, hein. Juste un petit message. Fabrice et Marie, je voudrais saluer sur le chat Stéphane, qui nous dit bravo pour ces 2 jours. On en a plus appris et vu comme solution qu'à la COP26 en 15 jours. Ouais, oh là, c'est encourageant. C'est pas faux, c'est pas faux, Ah, oui, c'est c'est très bien. gentil. Et je vous promets que quand je vous dis un truc, que ici c'est une source d'inspiration et qu'il y a vraiment une énergie qui se propage. Je suis pas là pour faire l'éloge de la Maker Faire. J'en ai été spectateur et visiteur pendant des années avant de nouer des liens avec l'équipe et aujourd'hui de présenter cette émission. C'est parce qu'il se dégage quelque chose de vraiment qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est tout simple. Et justement, on va vous en parler parce que nulle part ailleurs, en France, parce que vous allez voir qu'après, il y a aussi des choses qui vont se faire. On va faire un petit tour du monde et tout. Vous allez voir, c'est passionnant. Puisque Bertrand nous a rejoint, notre monsieur Maker Faire, qui est avec nous. Et puis, on a une petite surprise quand même pour inaugurer en quelque sorte cette toute dernière émission Tous Makers avec Yann Angel qui va rentrer sur le plateau avec son œuvre assez impressionnante. Alors, il y a toute une logistique. C'est la star en cette fin d'après-midi ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Est-ce que Yann peut entrer sur le plateau? Nous, on nous a juste dit, faites de la place. C'est tout ce qu'on nous a dit, faites de la place, allez-y, entrez et tout et tout. Alors du coup, nous, on ne sait même pas ce qui nous attend, mais à mon avis, restez là parce que pour que tout ait été dégagé, Yann, on peut rentrer, Yann que les caméramans aient mis des protections, qui se sont tous mis comme ça, ils ont fait tous un pas de recul. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui nous attend? Déjà qu'avec les frères Coteau, ils nous ont sorti des lance-flammes, ils ont sorti des pistolets laser, des bras robotiques, etc. On s'était cru à Skynet, Terminator et compagnie. Et alors là, oh là là, qu'est-ce qui nous attend? Oh là là! Oh là là, il y avait Terminator, maintenant il y a Transformer. Yann Angel qui est un personnage de cosplay. Oh la vache. Non, attendez, parce qu'en fait, je regardais l'écran de retour parce qu'il n'était pas encore dans le champ de vision. Il fait 2,50 m, le bordel, c'est incroyable. Donc c'est Yann Angel avec son œuvre Bumblebee. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous n'avez pas compris, je suis obligé de me déplacer pour que vous fassiez un ordre d'échelle de grandeur. Bah oui, il y a son papa à côté, c'est Dominique. 2,50 m, c'est un truc de malade. Il est... Oh, mon Dieu. Bonjour. Oh, incroyable. Mais il est... Yann Angel, donc... C'est le vrai. Bumblebee. Il est génial. C'est fou. Nom de Dieu. Et tout ça, ça a été fait vous-même. Comment c'est possible? On se check comme ça. Mais c'est incroyable. Bon, on va revenir après avec Yann. Oui. Je voulais pas dévoiler tout de suite son mais visage, mais il respire un peu parce que nous. ça fait une bonne demi-heure qu'il est déjà équipé, qu'il est prêt à rentrer sur le plateau. Donc respire un petit peu, Yann. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc tu restes là bien au chaud. Bertrand, je veux bien garder son casque l'espace de quelques instants. On peut le mettre sur la table aussi s'il faut. Rassurez-vous, on va vous le redonner. Hein. C'est juste pour le montrer comme ça. Ça va être notre trophée du jour parce que je sais que là, je vais faire des envieux pendant quelques minutes durant cette émission. Vous allez voir le casque de Bumblebee qui est absolument extraordinaire. On vous en reparlera. Il parle tout seul en plus, le casque. Il s'anime tout seul. Oh là 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 là. Il est vivant. It's alive. Incroyable. On en reparlera dans quelques instants, en tout cas, parce que avant de nous intéresser véritablement encore à des cosplays, à des costumes incroyables et tout ça, on va surtout faire un petit tour du monde avec notre ami Bertrand. On va revenir d'abord aux origines du mouvement Maker. C'est important de revenir au tout début, Bertrand, avec Dale. Qui est Dale? Dale, c'est notre père fondateur qui a créé dans les années 2000 le magazine Make, le magazine des makers. Et tous ces gens qui lisaient le magazine Make et qui faisaient des choses chez eux, dans les Fab Labs, etc., ressentaient le besoin de se retrouver. Et c'est comme ça qu'il a créé Maker Faire. Il a un message pour nous, je crois. Il a un message pour nous, il est avec nous. On l'écoute. Bonjour. Je suis Dale Dougherty, président de Make Community et fondateur de Maker Faire.
Je suis heureux d'être avec On a un petit vous, problème de son, visiblement, les virtuellement, amis. pour cette édition de Maker On Faire n'entend à pas Paris. Dale. Je voudrais remercier l'équipe de Leroy Merlin d'organiser l'événement et tous les makers qui participent. Alors, on va relancer J'ai d'excellents Dale, souvenirs les amis. quand je suis venu à la Cité des Sciences. On va relancer Dale. On va relancer Dale, ouais. On va relancer Dale qu'on n'a pas entendu au départ. Ce serait dommage de se priver du discours du créateur, quand même. Donc Dale de qui est Make vraiment Magazine. à l'origine, à l'instigation même hein, Alors Dale, ça va plus loin que ça. Vous avez tous entendu parler du Web 2.0. Ouais. En fait, Dale est le porte-parole, a imaginé, c'est un visionnaire de cette idée que le web allait devenir participatif, on allait partager sur le web. Et finalement, ce mouvement des makers, des gens qui font et qui partagent, ce sont des bricoleurs 2.0, ce sont des makers. Et alors ça remonte à quand ce projet Maker Faire en termes d'années, vraiment l'origine, la genèse de ce projet? La toute première Maker Faire, je crois que c'est 2006 à San Francisco. Évidemment, le lieu de la Silicon Valley. Donc, c'est dingue, hein, mais on en est déjà pratiquement la genèse de 20 ans de... bientôt, on fêtera les 20 ans de Maker Faire à travers le monde, oui. Et on va pouvoir revoir et entendre surtout Dale. Bonjour. I am Dale Doherty, president of Make Community and founder of Maker Faire. I'm happy to be here virtually for this year's Maker Faire Paris. I want to thank the team at Leroy Merlin for organizing the event, as well as all the makers who are participating. I have good memories from 2018 when I visited Maker Faire Paris at the City of Science and Industry and the many projects and makers I saw there. Well, a lot has happened since then to shake up the world we live in. COVID has caused us to adapt to new routines and deal with many hardships. Well, I've been particularly proud of the ways that makers have come together to respond to the urgent needs of our time and apply the principles of rapid prototyping and advanced manufacturing to meet society's needs. The maker community has a generosity of spirit and a fundamental optimism about the future that I want to share with as many people as possible. Well, thank you for being a part of Maker Faire Paris and playing an active role in the maker community in your local city or town and around the world. Let's keep on making and sharing our know-how because there's so much we can do and make together. Thank you very much. Bye. C'est dingue hein, quand même, hein, de se dire quand même là, le mot du créateur, quoi. Continuer à faire et à partager, c'est ce qu'il dit. C'est une personne extrêmement émouvante parce que sincère. Et finalement, on l'a vu pendant ces 2 jours, les makers sont des belles personnes en fait. Et d'ailleurs, on en a quelques-uns qui nous rejoignent. Oui, on va encore, accueillir tout de suite justement nos 3 makers. On a vu surtout Yann. Il y a également Jacques Bourgault, mais aussi Mathilde Berchon. On les accueille tous les deux. Bonjour à tous les deux. Installez-vous confortablement. Bonjour. On va faire connaissance avec votre univers, vos créations évidemment, puisque vous n'êtes pas venus les mains vides. Peut-être un petit mot avec Yann pour commencer, donc, qui est bien installé ici, donc assisté de son papa, on l'a dit tout à l'heure. Dominique, merci d'être aux côtés de votre fiston. Yann, alors comment on peut définir cette œuvre ? Un bon cosplay de Bumblebee à taille un peu géante par rapport à la taille humaine, on va dire, avec fait complètement en mousse haute densité en quelque sorte. En mousse haute densité. Alors voilà. Toi, tu es plongé dans l'univers, dans le monde cosplay. Tout à fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans ? La création en fait de choses imaginaires en réel pour un peu émerveiller tout le monde. Donc avec Bumblebee, avec Predator, Alien, tous les personnages en fait de films qui prennent vie en fait devant des personnes qui s'y attendent pas du tout. Tu passes beaucoup de temps à concevoir tes costumes ? Là par exemple en moyenne il y a entre 6 et 8 mois de travail. Ouais. Entre 6 et 8 mois de Ouais. travail, et à quelle fréquence ? Le week-end, le temps libre. Après, là, j'ai été aidé sur le casque par un cosplayer qui s'appelle Killer Body, cosplayer chinois, qui avait déjà fait en fait le modèle en fait exact. Et après, voilà, le costume évolue en permanence. C'est ça aussi le but, c'est de le faire de plus en plus réaliste en fait, de partir sur une base et de le faire de plus en plus réaliste par la suite.
Et qu'est-ce qui te plaît dans l'incarnation de ce personnage et dans tous les autres aussi? Ah bah, la réaction des personnes, que ce soit adultes ou enfants, c'est magique de voir les regards et les réactions surtout. Donc des fois, les enfants, c'est un peu plus la peur au début, et après, c'est l'émerveillement, les câlins, voilà. Toucher aussi, on veut Ah oui, savoir un les peu... enfants et tout, mais même les adultes aiment bien toucher, voir un peu comment c'est fait. Et comment tu vis ta passion pour le cosplay? Alors, tu es en représentation ou comment Alors ça se... voilà, en fait, ça a démarré au tout début. Après, j'ai dû créer une société. Mon père m'accompagne partout Ouais. pour m'aider à C'est m'habiller. ton assistant? Technicien, assistant, sécurité, il a toutes les fonctions en un. On a forcément des réactions, non, Miguel, sur... C'est fou, les gens adorent, tout le monde fait waouh, cool, oh super, il n'y a que des waouh dans tous les, Bah, c'est ça qui est... dans tous les sens. Mais ce qui est génial avec Yann, c'est que est-ce que tu ne fais que ça? Est-ce que tu ne fais maintenant que des événements, que tu vis de ta passion de maker, de cosplayer, Yann, pendant qu'on te remet le casque? On remet le casque, mais c'est difficile, ça coince un petit peu. Ouais. Alors, est-ce que tu vis ta passion? Oui, alors, j'ai pas que ce métier en fait, j'en ai deux. Je suis infirmier anesthésiste la semaine et cosplayer le week-end. Ah, ça n'a rien à voir. Tu t'évades? C'est en quelque sorte, c'est un peu ça? Deux métiers complètement différents, mais qui sont pour moi complémentaires en fait. Pourquoi? Un métier, on va dire, créatif, artistique, et un métier très intellectuel et Au service, au service de des tes autres dans patients. tous les cas, voilà. Je peux vous dire que Bravo. c'est les enfants des unités pédiatriques qui doivent s'ennuyer avec un brancardier comme ça. Anesthésiste, je crois, c'est Oui, ça. oui, non, mais quand même, je me dis, à mon avis, de temps en temps, ça doit pouvoir... Oh, regardez-moi ça, c'est incroyable. Vous n'imaginez pas l'effet que ça... Oh là 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 là, la transformation et tout. Mais ça, vous voyez, je cherchais ce que je voulais pour Noël, je crois que j'ai trouvé. Je cherchais pas plus loin, c'est ajouté sur ma wishlist en top numéro 1. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de propositions pour ce casque-là. Oui, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de demandes. Incroyable, c'est absolument sensationnel. Est-ce que le monde du cinéma s'est déjà intéressé à toi? Parce que tu fabriques vraiment tout de A à Z. Et au niveau suivi, pour l'instant, pas de demande de cinéma. Et par contre, j'ai beaucoup de demandes étrangères et tout, Arabie Saoudite, Espagne. Mais pourquoi? Pour juste les représentations, en fait. Juste ça. Voilà. Au niveau donner vie et montrer un peu le travail. Quelles sont les autres œuvres, les autres œuvres dont tu es fier aussi et qui procurent le même effet waouh? Ah bah il y a un Optimus de 2,50 m également, un costume plus robot lumineux, le Predator qui impressionne toujours autant. Ouais, le T-Rex, on me dit sur le chat. Ah oui, le T-Rex, oui, également. Et le Chewbacca des Maker Faire aussi, à pas oublier. Bien sûr. Qui a pris naissance justement à la première Maker Faire et qui est resté un peu l'emblème des Maker Faire en fait. Bravo Yann, on est Sensationnel, ravis de t'avoir avec nous en tout cas. J'espère que du côté des réseaux, vous êtes quand même conscient de la chance que vous avez de pouvoir voir Bumblebee dans son état d'origine. 2,50 m, c'est quasiment la taille du film. Hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et ça, c'est pas des images de synthèse. Hein. Michael Bay, il peut aller se raccoucher, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une merveille. C'est une merveille. Alors avec nous en plateau aussi Jacques et Mathilde. Mathilde, auteure-animatrice d'une communauté de femmes dans l'impression 3D. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir maker, Mathilde? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai fait mes études à Paris et en fait, je rêvais que d'un truc, c'était de vivre à San Francisco. Ça remonte à 2010 et j'avais cette espèce d'image d'une terre incroyable où il devait se passer des choses passionnantes. Et donc, je suis partie là-bas. Après mes études, je suis partie et en fait, je me suis retrouvée à aller à Maker Faire. Là-bas, c'était déjà très imprégné. Et ouais, alors ça existait depuis 2006 environ, donc c'était encore les débuts, quoi, mais ça prenait une ampleur énorme. Et donc Maker Faire, j'habitais à côté d'un hackerspace qui s'appelle Noisebridge, donc je suis allée voir pousser la porte, commencer à apprendre à souder, etc. Moi, là-bas, je viens pas du tout du monde du making, hein, j'étais plutôt dans la communication, marketing, donc c'était vraiment nouveau. Et donc tout ça m'a juste semblé absolument génialissime, incroyable, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce qu'on peut faire des choses? Déjà, apprendre à faire par soi-même, c'était génial. Moi, je commençais à faire plein de projets. Aussi en allant à Burning Man, qui est
sur la Froge, encore plus, voilà, des projets fous comme ici. Voilà, on en voit encore plus. Il y a de l'espace, quoi, avec des projets délirants. Donc je me suis dit, génial, je veux vraiment participer. Et on aura l'occasion de revenir plus en détail justement tout à l'heure. À tes côtés justement, Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Alors pareil, maker, mais alors avec, qu'est-ce que c'est ? C'est un extincteur, c'est une pompe, c'est une toile de tente, mais que se passe-t-il encore ? À chaque fois, je me pose la question de ce qui va nous être présenté autour de ce plateau. Oui, non, j'ai participé il y a 2 ans et demi à un concours de co-création et d'idées innovantes organisé par Decathlon et puis We Are Maker. En fait, j'ai proposé une idée sur le thème qui était proposé, c'était donc réinventer le camping. C'est en fait sur l'organisation, le rangement et l'hygiène au camping. Donc il fallait proposer des idées un peu innovantes dans ce domaine-là. Ah oui, c'est vrai que franchement, pour ceux qui ont fait du camping, il faut quand même admettre qu'une fois qu'on est rentré dans la tente, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'on met les choses à moitié entre la glacière, les trucs, on essaie de sauver également pour ne pas laisser ça par terre aussi, les insectes, les machins, les trucs. C'est un vrai bordel. Et donc là, du coup, c'est quoi la solution ? Voilà, c'est ça. Alors l'idée, c'était de trouver quelque chose qui ne prenne pas trop de place dans la voiture, parce qu'on sait bien qu'avec quand on part en famille, on a la tente, les vélos, les affaires pour les enfants, etc. Donc déjà quelque chose de compact, et puis en même temps d'essayer d'organiser l'intérieur de la tente. Alors je m'adresse bien sûr plutôt aux campeurs de type familial, que c'est pas destiné vraiment à partir en bivouac. Hein. Oui, mais en même temps, c'est pas spécialement non plus dédié à ceux qui font du camping type mobilhome. Parce que moi, j'en entends parler aussi, ceux qui font du camping mobilhome. C'est pas ça. Non, là, on parle du vrai camping, la vraie tente, du vrai vraie campeur famille et tout de ça. la tente, tout à fait. De la tente familiale avec un espace de séjour. Et surtout, donc, avec un montage aussi très simple. Puisque je peux vous montrer, si vous voulez, maintenant le montage. On va peut-être voir ça dans un second temps pour faire le détail, ou comment oui, vous on voulez peut y faire ? aller. Non, j'avais juste une question, Jacques. Tu n'étais pas destiné à devenir designer ni maker. Quelle est ton histoire ? Alors, non, moi je suis simplement. Alors, je travaille quand même à Decathlon, mais je suis simplement vendeur dans cette société. Et donc, non, j'ai simplement eu un mail un jour proposant de participer à ce concours. Et ça m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit, tiens, je vais sûrement trouver quelque chose qui est d'un petit peu innovant. Et puis, il y avait une demande de clients par rapport à ça aussi. Donc, on va déployer un petit peu tout ça. Je peux venir à tes côtés si tu veux pour le micro. Hop. S'il y a besoin de commenter. On a quelque chose qui ressemble à une toile de tente. On a quelque chose qui ressemble à une pompe. Et ça gonfle. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Alors, c'est vrai que on a peut-être oublié de dire quelque chose, hein, mais dans le monde des makers, il y a peut-être un matériau, un carburant dont il y a besoin énormément, c'est l'huile de coude, hein, quand même. Hein. Voilà, heureusement que Jacques est costaud. Hein. Oui. Nom de Dieu. Une étagère gonflable. Tu vas nous commenter tout ça, Jacques, nous expliquer. Mais c'est absolument formidable. Voilà, donc comme on peut le voir, un montage très simple. Tout bon campeur doit avoir sa pompe pour gonfler le matelas, gonfler différentes choses qu'on va avoir. Tu es donc le créateur de l'étagère gonflable de Decathlon. Mais c'est complètement fou, c'est du génie. Et ce qui est génial, c'est que à la base, Jacques n'est pas du tout designer, quoi. Vendeur, c'est ce qu'il nous disait à l'instant. Non, mais c'est ça que je trouve formidable. Comment elle t'est venue cette idée ? Alors, déjà, par rapport au designer, etc., c'est vrai qu'en allant chez Quechua, donc puisque c'est la marque Quechua qui a organisé ça, on s'est bien fait aider quand même par des prototypistes, des personnes qui maîtrisent la 3D, etc., pour aller créer vraiment l'objet. Parce que c'est vrai que moi, j'avais pas forcément de connaissances dans ce domaine-là. Enfin, je connaissais quand même les matériaux, puisque c'est vrai qu'en Bretagne, on utilise beaucoup tout ce qui est wing, kitesurf, et je me suis inspiré aussi de cette technologie, puisqu'à l'intérieur, la partie gonflable, c'est du TPU, c'est un matériau très résistant pour que ce soit durable aussi, quoi. Mais est-ce qu'il y avait des retours de clients, de consommateurs du camping qui se disaient « ce serait bien une étagère ». Alors, oui, c'est vrai qu'en tant que vendeur à Decathlon, ça faisait déjà pas mal d'années qu'il y avait de l'attente sur ce type de produit. Alors, ça existe, bien sûr, des rangements verticaux de ce type-là, ça existait, mais c'était en général, c'est des parties à monter, donc c'est des parties pièces métalliques, des angles en plastique, des choses comme ça à mettre emboîtées les uns les autres. Il y a
jusqu'à une trentaine de pièces pour certains articles. Voilà, qui rajoute en fait une quantité de pièces et surtout une quantité de temps d'assemblage. Voilà, c'est ça. Et quand on sait que la tente maintenant, on l'a dit à l'instant, se déplie en 2 secondes, on s'attend à ce que l'étagère en fasse quasiment de même, quoi. Voilà, c'est un peu le principe, tout à fait. Et bien sûr, il existe aussi des tentes gonflables de ce type-là dont je me suis inspiré aussi. Ouais. Mathilde, bon, en impression 3D, on n'est pas sur des modèles aussi grands, évidemment. Mais alors, tu parlais donc de ta sensibilité auprès du mouvement maker donc, à San Francisco. Donc, tu es rentré en France ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Oui, entre-temps, j'ai fait un tour du monde des makers dans 12 pays différents. Et après, je suis rentrée pour participer à une grande aventure qui était le lancement des ateliers Tech Shop, donc pendant plusieurs années. Et depuis, là, je suis donc à mon compte, en fait. Et donc, je suis sur plein de projets différents, toujours dans ce monde maker. Et c'est vraiment un peu ma passion depuis toujours. Donc, par exemple, j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de publier un livre sur l'impression 3D qui s'appelle « Le grand livre de l'impression 3D » qui est paru chez Erol. Donc, toujours un peu avec cette idée d'expliquer de façon assez concrète, claire, des innovations en cours, des technologies. Parce qu'on entend souvent parler de l'impression 3D, mais on a souvent une version assez limitée, finalement, d'un secteur qui est absolument dingue, passionnant. Enfin, honnêtement, il se passe vraiment plein de choses. Et on peut, pour le coup, imprimer en 3D des très grandes pièces aussi. Ah, bah j'ai dit des bêtises, alors. Oui, il y a plein de choses folles qui ont lieu en ce moment. Et c'est vrai que, voilà, c'est un peu une mission, quoi, de raconter, de partager tout ça depuis longtemps. Avec une communauté de femmes, c'est important pour toi aussi. Pourquoi ? Complètement, en fait, c'est une association qui s'appelle Women in 3D Printing, qui est née, en fait, au départ, c'était vraiment l'idée de se rencontrer entre femmes qui travaillent dans l'impression 3D ou qui aiment faire de l'impression 3D. Et depuis, c'est devenu assez dingue. Il y a, je crois, plus de 70 000 membres à travers le monde. Il y a plein de villes, partout. Toutes les femmes qui travaillent dans l'impression 3D se rencontrent, travaillent ensemble. C'est devenu vraiment un vrai réseau d'entraide et très ouvert, vraiment qui fait une vraie bulle d'air dans ce secteur qui est encore assez masculin. Et Bertrand, pour toi, c'était important que Mathilde soit là aujourd'hui. C'était important que ces 3 belles personnes soient là aujourd'hui parce qu'on le voit bien, on n'est jamais prédestiné à rien et parfois avec juste une idée, on peut devenir designer le lendemain, on peut être anesthésiste l'après-midi et cosplayer la nuit, on peut ouvrir une porte d'un makerspace et finalement ça change ta vie. Oui, en quoi ça a changé votre vie justement Jacques, avant de poser la même question, bien sûr, à Mathilde. Alors oui, c'est vrai que déjà de la reconnaissance au sein du travail, déjà, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est distribué dans 300 magasins, voire 1500 magasins dans le monde finalement. Et c'est énorme. Donc c'est vrai que oui, il y a eu des quantités assez impressionnantes de vendues l'année dernière, 13 000 quantités. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir que c'est quoi le sentiment, c'est quoi inventer la quelque chose qui toi finalement rend service aux clients. Qui fait sens. Oui, voilà. Ouais. La même question aussi pour Mathilde. Ouais, pour moi, clairement, ce mouvement maker a vraiment changé ma vie, mais de bout en bout, quoi. En fait, ce qui est génial, c'est d'avoir l'impression de rentrer dans un monde qui repose sur des valeurs positives, d'échange, d'être humble, de ne pas se juger, de donner une chance aux idées les plus farfelues, d'apprécier vraiment ce côté créatif, joyeux, bienveillant. Et juste ça, d'avoir cette espèce de... les épaules un peu se relâchent, on rencontre des gens sympas, c'est facile d'être dans l'échange. Enfin, d'un point de vue humain, quoi, de vivre, d'être sur Terre. Enfin, je trouve que c'est vraiment un mouvement qui juste met du baume au cœur, quoi, qui met la patate, qui donne envie de vivre, qui est génial, quoi. Voilà. Et en quoi c'est ton métier, du coup, aujourd'hui? Tu parlais du bouquin, mais ton quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, c'est d'être sur plein de choses, plein de projets différents, toujours liés au mouvement maker. Donc j'anime une rubrique maker dans le magazine System D, par exemple. Et puis là, je suis en train de lancer une formation en marketing pour les makers entrepreneurs, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des super idées, qui aimeraient potentiellement un jour en vivre et qui ont du mal encore à se faire connaître, à développer une vraie stratégie de communication. Donc c'est une formation professionnelle qui s'appelle Le Ruban, que je suis en train de mettre en place. Et donc voilà, c'est un petit peu toujours l'idée de combiner mes compétences en communication et voir comment aider le mouvement maker à développer. C'est un petit mélange quand même finalement entre les deux. Voilà, c'est un peu l'idée.
Et Bravo. c'est une bonne idée puisque c'est vrai qu'on en parle un petit peu depuis le début de ce week-end. Beaucoup de projets qui en sont là à l'heure actuelle au stade embryonnaire, mais qui sont véritablement à un moment charnière, à savoir est-ce qu'on reste sur un projet bénévole amateur, est-ce qu'il faut se lancer, comment faut-il faire, quels sont les outils mis à disposition. Des fois, c'est aussi le saut vers le grand vide, l'inconnu aussi. On sait en plus historiquement qu'en France, on n'est pas spécialement une terre entrepreneuriale, même si avec des solutions comme la micro-entreprise, il peut y avoir quelques opportunités, mais ça reste encore quelque chose d'assez obscur pour beaucoup de personnes et qui ont peur du coup de se lancer. Oui, c'est ça. Après, être un maker, c'est pas, la notion d'entrepreneur, c'est à la marge en fait. C'est parfois certains makers qui veulent potentiellement lancer leur activité. C'est pas du tout le cœur du mouvement, mais pour ceux qui le veulent, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire pour vraiment les accompagner, quoi, que ça devienne beaucoup plus facile une fois qu'on a une super idée de produit, et comment est-ce qu'on fait pour la faire connaître, faire en sorte que vraiment cet esprit maker se propage, quoi, un peu partout et fasse plein de belles choses. Jacques, c'est quoi la suite pour toi? Du coup, tu ne vas pas t'arrêter là. Je dirais que depuis 3 ans, ça a été vraiment une très, très belle aventure. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir connaître plein de gens donc, sur la marque Quechua. Je dirais créer donc, avec des prototypistes, des designers le produit. Donc c'est vrai que voir le produit sortir en magasin, bon après oui, pourquoi pas d'autres idées maintenant. Moi je peux vous en donner plein. Lave-vaisselle gonflable, ça pourrait être pas mal aussi. Lave-linge gonflable pour le camping. Non mais c'est des choses pour faciliter le quotidien, quoi. Je veux dire. Je suis sûr que Miguel il est inspiré aussi. Non mais lui c'est la cave à vin gonflable, c'est différent. C'est exactement ça, mais qui fait aussi frigo pour le vin blanc et la bière. Exactement. À consommer avec modération. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à Yann aussi. On vous retrouve à la fin de l'émission, bien sûr, pour conclure cette Maker Faire Paris. Vous restez avec nous en coulisses, puisqu'on va continuer avec tous makers dans le monde. Merci à tous les deux. Merci encore. Merci. Et tout le monde est tellement content de ces histoires qu'on a racontées. De belles histoires. Sur le chat. Waouh, top. Je veux faire pareil. Ça, c'est Maker qui dit ça. Tout le monde est faut s'y mettre. Voilà, faut se lancer. C'est ça, Bertrand. Et on vous présentera sur Maker Faire. On est une vitrine de tous ces gens qui font des choses incroyables chez eux. Et souvent avec beaucoup de modestie. Ils sont touchants, je trouve. Mais ils n'ont pas de la chance, en fait. Ils font des choses et puis c'est génial. Et des fois, ce qui est drôle aussi, c'est le succès qui dépasse complètement l'idée de base, où c'est justement cet aspect magique où il y a eu une idée, il y a eu une réalisation, et la réalisation a trouvé son public. Et du coup, après, ça dépasse complètement les frontières. Et après, c'est quelque chose qui appartient aux utilisateurs et puis du tout aux makers, en fait. Complètement. Et bien, justement, on pousse les portes. On pousse les portes. Quel enchaînement de l'international avec les makers emblématiques dans le monde. C'est important aussi de s'ouvrir un petit peu au reste du monde. Bertrand, tu vas nous faire un petit tour d'horizon. On commence avec Massimo Banzi, qui nous vient de Rome, d'Italie. Oui, je voulais vous parler de Massimo Banzi, qui a eu l'idée incroyable. Alors, c'est un professeur d'une université de design. Et puis, ils se sont dit comment on pourrait connecter les objets, les rendre intelligents, et en les connectant à notre ordinateur. Et c'est ça, Arduino. C'est une espèce de petite plaquette de circuit imprimé qui permet de connecter à peu près tout et n'importe quoi à son ordinateur pour le rendre intelligent. C'est ce qu'on appelle les objets connectés. Et aujourd'hui, c'est devenu le marteau du maker, cet objet qui permet de connecter tout et n'importe quoi. Et Massimo, n'oublie pas d'où il vient. C'est un maker à la base. Son projet, il n'avait pas d'ambition particulière de business. Et Massimo est aujourd'hui le producteur de Maker Faire Rome, qui est une des imposante Maker Faire en Europe, et il apprend à d'autres makers à comment grandir, etc. Et c'est lui qui produit, qui invite les autres makers et qui fait la programmation. C'est mon homologue à Rome, donc on s'appelle aussi, on s'échange, on découvre des projets. Tu parles italien, toi? Bien sûr. Ah, oui. Un poquito. Lui parle un peu français pour le coup. et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que à la fois
vous savez, Maker Faire, c'est 400 événements dans le monde. Ça veut dire que chaque week-end, il y a une Maker Faire quelque part. Et on est une famille de producteurs. On s'écrit, on se dit « Ah bah tiens, j'ai vu tel maker, etc. » Et il y a une vraie entraide entre les producteurs, comme il y a une entraide au sein des makers, en fait. Et de Rome, on va passer à Prague, maintenant avec une autre personnalité emblématique du monde des makers qui est chère à tous ceux qui font de l'impression 3D, c'est Joseph Prusa. Alors Joseph Prusa, c'est une légende. Joseph Prusa a travaillé sur le projet RipRap. C'est cette machine qui s'imprime elle-même, donc une imprimante 3D qui imprime des pièces pour créer une deuxième imprimante 3D à l'infini. Donc Joseph Prusa a une ferme où il élève des imprimantes 3D. Ah, c'est un peu comme les œufs. Hein. L'imprimante 3D sort du ventre de la précédente. Ça se multiplie en tout cas. Et aujourd'hui, vous les voyez là justement à la ferme, c'est les imprimantes 3D qui impriment d'autres imprimantes 3D. C'est impressionnant. Il y en a qui multiplient les pains. Joseph multiplie les imprimantes. Exactement. Et bien sûr, c'est lui l'organisateur de Maker Faire Prague. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hier, on a eu un concert de Nicolas Bras. Et Nicolas Bras, nous, on l'a découvert sur Maker Faire Prague parce qu'il était invité là-bas, alors qu'il est parisien, on ne le connaissait pas. Et finalement, en allant à Prague, on rencontre un Français et qu'on présente à Maker Faire Paris. Et c'est ça aussi la beauté de ce mouvement international, finalement. Merci beaucoup, Bertrand. On continue avec Tristan qui nous vient, lui, de Eindhoven. Qui est Tristan? Non, je crois qu'on c'est Naomi. Ah non, je me suis trompée. Mais oui, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'oublier Naomi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit. Naomi Wu, qui nous vient de Shenzhen, en Chine, évidemment. Oh. Alors, je voudrais vous parler du Naomi Gate. Il se trouve que Naomi, c'est une makeuse hyper technique, très forte en électronique, en impression 3D. C'est vraiment quelqu'un de très haut niveau technique. Et il y a quelques années, parce que les makers sont toujours en avance, il y a eu un Naomi Gate. Il y a eu des gens sur Internet qui ont dit que ce n'était pas possible qu'une femme aussi sexy soit aussi compétente techniquement. Et ça posait la question de la femme dans la société, etc. Depuis, il a été prouvé que c'est bien elle qui réalise ses produits, ses objets. Et donc, ça a balayé. Elle en joue, en fait. Elle en joue, bien sûr. Et c'est devenu un symbole. Justement, son pseudonyme, parce que là, on l'a présenté sous son nom d'état civil, mais sinon, son pseudonyme et le personnage qu'elle incarne s'appelle Sexy Cyborg. Et donc, finalement, elle joue finalement de tout ça pour aller à contresens et prendre les gens un petit peu à contre-pied de ce que l'on pourrait croire ou quoi que ce soit. Un produit marketing, du coup. C'est devenu un produit marketing, mais il faut souligner son engagement, la souffrance qu'elle a eue quand tu es quelqu'un de très compétent et qu'on t'agresse un peu ou on te réduit à autre chose. Faut être costaud. C'est devenu un symbole. Et ça, c'était il y a quelques années. Depuis, ça a repositionné la place de la femme dans le mouvement maker de manière très saine. Et donc aujourd'hui, Shenzhen, évidemment, une des plus grandes maker faire au monde aussi. C'est très simple, 200 000 visiteurs sur un week-end à Shenzhen, c'est rien. Oui. C'est à l'échelle de la Chine, hein. Mais c'est une maker faire assez intéressante. On parle beaucoup électronique, On parle beaucoup électronique, hein. Il n'y a pas d'empreinte carbone, ils sont déjà là, les composants. Donc c'est évidemment quelque chose de très poussé en Chine. De Shenzhen, on va prendre la direction maintenant de Eindhoven, justement avec une autre personnalité qui a retenu toute ton attention et dont tu voudrais nous parler, à savoir Tristan Kruithoff. Je voulais vous parler de Tristan aujourd'hui parce que c'est un artiste maker qui crée des machines incroyables et on l'a vu avec Yann. Finalement, il y a aussi le fait de faire des choses inutiles pour faire plaisir aux gens, pour apporter du bonheur. Et ça, je pense que c'est une dimension très forte dans ces temps un peu difficiles, parfois moroses. Les makers sont aussi porteurs non seulement de belles valeurs, d'échanges, de partage, mais aussi peuvent apporter du bonheur aux gens. Juste faire pour le plaisir. Les faire rêver tout simplement. Avec également une maker faire. Une maker faire à Eindhoven. Alors, Eindhoven, c'est une ville particulière où il y a quelques années, les usines Philips sont fermées. Et c'est une ville qui a connu vraiment beaucoup de chômage. Et il y a tout un mouvement maker qui est né dans ces usines abandonnées. Il y avait des mètres carrés disponibles. Et puis ensemble, on prenait du bois de palette parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis on a créé des ateliers collaboratifs qui s'appelleraient aujourd'hui des makerspace, où tous ensemble, ils ont inventé une nouvelle mode de design pas cher en fait. On continue avec non loin de là l'Allemagne et Daniel.
Alors Qui Daniel, est-il? vous voyez comme il est beau, c'est un dandy Daniel. Daniel, il produit toutes les Maker Faire en Allemagne. Et il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a une vingtaine chaque année en Allemagne de Maker Faire. Et nous, il y a quelques mois, on était en train de se poser la question de comment faire cette édition digitale. On voulait faire quelque chose à Paris cette année parce qu'il y avait trop longtemps qu'on avait vu les makers. Ouais. Et puis on voit Maker Faire Hanovre avec une plateforme qui s'appelait Vistem. Et on se dit, mais dis donc, c'est pas mal ce truc. Et on a appelé Daniel, il nous a dit, ah bah attends, je vais te mettre en contact avec eux. Et aujourd'hui, si cette édition digitale a lieu, c'est grâce à Daniel, grâce à ses contacts, grâce à Vistem, en Allemagne, dans cette grande famille où on s'entraide tout le temps finalement. C'est beau, dis donc, que de belles histoires. En tout cas, on voit des belles images encore une fois. Là, avec, il y a la Maker Faire de Berlin, du coup. Ah oui, la Maker Faire de Berlin, bien sûr, qui est une très belle Maker Faire aussi. On voit quelques images à l'écran. Et voilà. Et on prend maintenant la direction de New York, avec cette Maker Faire de New York qui a une petite particularité, puisque c'est un clin d'œil finalement aussi à celle que l'on fait ici à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Oui, je voulais faire un petit clin d'œil à Maker Faire New York qui a lieu au Hall of Science, donc l'équivalent de la Cité des Sciences. Alors Paris, elle est 10 fois plus grosse que celle de New York, on peut le dire. Hein. Bravo. C'est pas la taille qui compte, on le sait. Hein. Mais Maker Faire New York, c'est vraiment le dimanche en famille. Et puis vous savez, on passe malheureusement, moi aussi je suis papa, on a toujours cette culpabilité de ne pas passer assez de temps avec ses enfants. À Maker Faire, il y a toujours beaucoup d'ateliers par enfant, des choses à faire avec ses enfants. Et je vous assure que c'est un pur bonheur déculpabilisant de passer un beau moment avec son fils à bricoler. Et lui, ou sa fille. Ou sa fille. Ouais. Et il s'en souviendra lui aussi toute sa vie. Et puis ces petits makers, c'est des petits futurs makers qui sont dedans déjà. Donc on l'a vu avec nos makers tout au long du week-end. Très souvent, ça vient aussi soit du papa ou de la maman qui transmet. Donc on est aussi dans la transmission. Et les makers faire souvent sont des rendez-vous du dimanche, comme tu le dis, et puis retour aux origines, comme le disait Mathilde tout à l'heure. Bien sûr, Maker Faire Bay Area à San Francisco, c'est de là que tout est parti, c'est la Mecque, tout le monde a la Mecque des makers, tout le monde rêve un jour d'exposer à Maker Faire San Francisco. Je ne sais, et puis porté par le magazine Make, évidemment, donc je le disais tout à l'heure, finalement les lecteurs du magazine Make avaient besoin de se retrouver, et c'est comme ça qu'est né Maker Faire. Un petit clin d'œil sur le nom Maker Faire. Vous savez qu'en anglais, la Faire, F-A-I-R, c'est le salon, donc le salon des makers. Et puis souvent, on se plaint d'anglicisme dans la langue française. Pour le coup, Maker Faire, c'est un francicisme dans la langue américaine. Ouais. Ce Maker Faire avec ce clin d'œil au fer à la française. Parce qu'aussi, vu de là-bas, l'artisanat français, finalement, on construisait des cathédrales, ils n'étaient pas encore nés. Donc, Et quel regard ils portent justement sur le mouvement ici en France? Tu as des retours un petit peu? Très admiratif. D'ailleurs, c'est pas par hasard si Dale est venu il y a 2 ans. Il n'a pas le temps de faire toutes les Maker Faire du monde. Hein, et il vient régulièrement. On est en contact. Et puis, je crois que les makers français sont ceux qui ont fait le plus de couverture du magazine Make aux États-Unis. Donc c'est dire la puissance du mouvement en France. On est le 2e pays au monde aussi où il y a le plus de Fab Labs. Donc finalement, l'accès est facilité aussi. Et on a vraiment des makers très intéressants en France qu'on essaie de présenter à chaque édition. Est-ce qu'il y a une petite concurrence, mais bon enfant, entre vous, entre les pays, du coup, entre les non, il villes n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On c'est s'entraide. vraiment une famille. On a un petit réseau, on peut s'écrire. Je peux écrire demain à Maker Faire Tokyo et on se donne des conseils. On fait finalement tous des Maker Faire. On n'est rien, on est juste des vitrines de ce mouvement magnifique. On ne fait que présenter des belles personnes et d'essayer de les porter. Et on n'a que ça comme conviction de porter un mouvement qui grandit. Il y a des enjeux planétaires, on l'a vu. Hein, il y a des enjeux sociétaux. Et ce n'est qu'un mouvement qui ne fait qu'apporter des solutions concrètes. Et je fais le plus beau métier du monde à rencontrer que des belles personnes tous les jours. Bravo, des belles Bertrand. personnes, justement, tu viens de citer ça et typiquement, paf, elle arrive parmi nous. Elle apparaît. Elle apparaît. Vous voyez, encore une fois, c'est comme Beetlejuice, il suffit de dire des belles personnes et hop, elle arrive comme une fleur. C'est un ange. Cécile, comment ça va? Moi, je vais super bien. Je suis super contente
du fabuleux week-end que je viens de passer. Alors, tu étais aux ateliers pendant 2 jours, raconte-nous. C'est ça. Oui, parce que nous, on était là, ici, sur le plateau de direct, mais pendant ce temps-là, ça grouillait énormément d'activités du côté des ateliers au sous-sol. Et il s'est passé énormément de choses, en fait, depuis hier et aujourd'hui. On a réalisé plein d'ateliers avec des makers, des youtubeurs qui sont venus faire qui nous ont présenté des tutos. Les gens pouvaient reproduire depuis chez eux ce qu'on était en train de faire depuis le Fab Lab. Là, par exemple, tu étais en compagnie de qui ? Alors là, j'étais avec Fabien Jonker et on faisait un atelier pour les enfants, un carrousel. C'est comme les cinématoscopes, les choses qui tournent. Donc là, on en a fait un manuel en carton pour que ce soit accessible pour les plus jeunes. Voilà. À partir de quel âge on peut s'y mettre avec les enfants, du coup, ce serait quoi ton conseil ? Alors, ça dépend des ateliers, mais un atelier comme celui-ci, à partir de 6 ans, c'est assez facile à mettre en place. On n'utilise que des ciseaux, pour le coup. Donc, ça va. Parce qu'il y a des ateliers qui sont un peu plus dangereux. Aujourd'hui, on a eu des super belles expériences avec Made by Amaury, Henri Ajax aussi. On a eu, là c'était du plus haut niveau, mais des jeunes gens aussi. Et vous l'avez faite la bobine Tesla alors ? Eh ben c'était en cours. Je suis montée vous rejoindre et du coup Amaury est en pleine démonstration. Ça se passe donc dans la partie atelier du site paris.makerfair.com. On vous invite à aller regarder ça. De toute façon, il y aura des replays, des podcasts. Et on salue tous les exposants vraiment qui ont été là sur leur stand, les 200 makers qui attendaient, qui recevaient tous ceux et toutes celles qui pouvaient venir en visio interagir avec eux. Il y a Neoprod, FX qui est là. On les salue tous. On ne peut pas citer les 200, mais en tout cas, on les remercie vivement. Et Cécile, toi, tu as une histoire un petit peu particulière avec le mouvement Maker. Tu vas nous raconter un petit peu, et notamment avec Burning Man. Oui, alors j'ai découvert Burning Man il y a 12 ans. J'ai été fascinée de voir des choses super créatives, des objets, des installations artistiques au milieu du désert. Ça m'a complètement... intriguée, et je me suis dit il faut vraiment, comme j'ai une curiosité débordante, je voulais voir, comprendre ce que c'était ces structures au milieu d'un désert aux États-Unis. Et donc je suis rentrée un peu dans le mouvement de Burning Man via une asso française qui s'appelle les French Burners. Et maintenant, ça fait 10 ans. J'ai fait mon premier Burning Man il y a 10 ans. Et depuis, j'y vais tous les ans et je participe à des projets. Donc, ce que j'aime beaucoup à Burning Man, c'est que c'est une communauté qui s'est créée sur des valeurs qui sont très similaires aux makers. On est dans le partage, on est dans la bienveillance, le respect de tout. Et c'est des valeurs vraiment très similaires à ce qu'on connaît. Sauf qu'en fait, pour la petite histoire, c'est drôle parce que j'ai connu le mouvement Maker. Oui, comment t'es tombée dedans, du coup ? Grâce à Burning Man, en fait. J'ai fait mon premier burn aux États-Unis. Et puis en fait, j'ai découvert que tous les gens fabriquaient ensemble avec des installations complètement folles et incroyables, avec du feu, de la lumière... de tout en fait. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Il y en a trop. Il y en a tellement. Et quel est ton rapport au mouvement alors aujourd'hui ? Qu'est-ce que en fait, tu y baignes ? Pardon ? Tu baignes dans ce mouvement. Je baigne complètement dedans. En fait, j'étais fascinée par cette créativité. Quand j'ai compris que les gens se rassemblaient et qu'ils mettaient aucune limite à leurs rêves et qu'ils étaient capables de réaliser quelque chose ensemble, parce qu'ils étaient ensemble. Doucement, en fait, en échangeant avec tous ces gens aux États-Unis, je me suis rendu compte et j'ai rencontré donc des Fab Labs, des espaces du fer, donc il y a 10 ans. Et puis, dès 2015, j'ai vu le mouvement arriver et de Maker Faire en France. Et je me suis dit, génial, je vais retrouver ma communauté, en fait, ma famille de gens qui cherchent à créer ensemble.
Voilà. Et Miguel, je crois qu'un autre maker se cache aussi parmi nous. En fait, il avait la casquette d'animateur pendant les 2 jours, mais à la base, c'est aussi un maker, notre Fabrice. Il ne veut pas le dire, il ne veut pas faire le fanfaron, mais on peut le dire pour lui. Raconte-nous ton histoire avec le monde des makers, Fabrice, quand même. Alors, moi, je vais être assez clair. Je ne me définis absolument pas comme un maker parce que j'ai beaucoup trop de respect pour toutes les personnes qui nous ont présenté des choses incroyables là-dessus. Oh, mais par le contre, faux modeste. Non, pour le coup, c'est vraiment pas de la modestie parce que je sais que pour le côté maker, il y a vraiment des choses qui créent. Moi, en fait, éventuellement, je peux mettre en lumière, je peux propulser des gens, mais en tout cas, beaucoup de modestie et rendons à César ce qui lui appartient. En fait, simplement. Toi, tu es spécialiste du rétro gaming, c'est ça. Je fais partie d'une équipe de makers justement et effectivement donc moi je représente le projet Recalbox. Donc sur mon temps libre, beaucoup de bénévoles comme ça, dans le cadre d'un projet gratuit, open source, comme beaucoup de logiciels aujourd'hui, eh bien, on a créé un système d'exploitation qui est capable de pouvoir permettre à n'importe qui de rejouer aux consoles de son enfance, puisqu'aujourd'hui, le jeu vidéo a pratiquement les premiers bribes du jeu vidéo, c'est 45-50 ans, un truc comme ça, on va dire d'un point de vue commercial, c'est 35 ans, donc on est toute une génération à avoir été biberonné au Mario, au Sonic, on est nostalgique d'ailleurs. On est particulièrement nostalgique de tout ça. Et en fait, du coup, nous, on a créé l'interface logicielle pour permettre, faciliter les gens de pouvoir rejouer là-dessus. Et en fait, ça a un tel succès, ça a un tel truc que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça nous a échappé. Maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le projet vit un petit peu tout seul. Et là, ce que vous pouvez voir en fait un petit peu à l'écran, justement, c'est là où je rends hommage aux makers. Ce sont des gens qui se sont appropriés le logiciel et qui en ont fait des choses matérielles. Vous voyez, des créations à base de palettes de bois, à base de récupération de vieilles écrans, de valises avec comme ça des choses intégrées. Un Minitel, vous voyez là par exemple, un Minitel qui a été upcyclé puisqu'aujourd'hui on peut plus s'en servir. Eh bien, il a mis un écran moderne à l'intérieur. Le logiciel Recalbox et paf, ça en fait une mini borne d'arcade. Ça, ce sont les makers donc qui construisent ça. Du coup. Exactement. Ça là pour le coup, c'est plus du tout nous, mais par contre, on en est probablement instigateur vu qu'on a fait un logiciel qui est tellement sympa, tellement cool, tellement agréable à utiliser. Une vieille cartouche NES, la cartouche était en panne, il a viré la cartouche, il a mis Recalbox à l'intérieur via ce que l'on appelle un Raspberry Pi, et donc maintenant ça en fait une cartouche qui elle-même devient la console. C'est un petit peu Inception maintenant, mais oui, un peu. C'est un peu rigolo. Celle que vous voyez là, c'est la borne des frères Poulain, donc des makers qu'on ne présente plus maintenant, qui a été présentée justement à la Maker Faire Paris en 2019, qui a totalement été fabriquée sans outils, avec uniquement des outils à commande numérique. Donc en fait, c'est un ordinateur qui a créé la borne d'arcade. C'est tout simplement impressionnant. Une borne d'arcade cave à vin que vous voyez un petit peu sur le dessus. Donc voilà, avec un tonneau également. Alléluia. Voilà. Miguel est stupéfait. Je la veux. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour trouver. Non, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on trouve ça génial parce que, vous voyez, tout ça, ça dépasse totalement l'entendement. On était à des millions d'années-lumière de s'imaginer que simplement notre petite passion qui nous réunit tous, à savoir le fait de rendre accessibles les vieux jeux vidéo qui, pour la plupart, sont des systèmes qui, petit à petit, tombent en panne, tombent en désuétude. C'est un peu rouillé. Voilà, et qui, en plus, malheureusement, nous, on est touchés par un véritable fléau en tant que passionnés de vieux jeux vidéo. C'est la surcote. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui boursicotent véritablement pour acheter, revendre, etc. On a vu aujourd'hui des jeux vidéo qui, pour certains Mario, certains Zelda, dépassaient les 2,5 millions de dollars en matière de vente aux enchères. C'est ça s'achète ? Ça s'achète vraiment. Il y a vraiment des gens qui ne savent plus quoi faire de leur pognon aujourd'hui. Il en a acheté un, je crois. Il l'a mis sur C'est ça. C'est de la cave à vin. C'est invraisemblable. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui qu'on arrive à faire des choses simples, gratuites, accessibles, en plus, on a fait en sorte également que ce projet Recalbox soit inclusif. C'est-à-dire qu'on a rendu ce système compatible avec la manette adaptative de Microsoft qui est sortie, qui est dédiée aux personnes qui sont touchées de près ou de loin par le handicap. Ce qui veut dire qu'en fait, Recalbox, c'est même une première mondiale. C'est qu'en 2018, lorsque c'est sorti, cette compatibilité-là, on est devenu la première solution rétro gaming qui permettait, en fait, la première solution technique qui permettait à
aux personnes touchées par le handicap à enfin pouvoir jouer aux vieux jeux vidéo. Parce qu'en fait, quand la manette est sortie, je me suis rendu compte, un truc de dingue, c'est que quand Microsoft a sorti cette manette-là, j'ai eu un déclic en me disant, mais c'est incroyable, ça fait 30 ans que je joue pour ma part, 35 ans, 40 ans que le jeu vidéo existe, ça fait 30, 40 ans que des personnes touchées par le handicap sont laissées sur le bord de la route, alors que c'était censé être un loisir populaire, quoi. Ouais. Et là, on s'est dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose et tout et tout. Et donc là, en fait, on a juste rendu ça compatible. Et donc, du coup, maintenant, les gens peuvent rejouer à tout un pan de l'histoire du jeu vidéo, tout simplement grâce à cette manette adaptative et la compatibilité qu'on a fait avec notre solution logicielle et tout ça. Bravo. Gratuitement, bénévolement. Merci Fabrice. Grâce à des choses qui ne coûtent pas cher en plus, parce qu'on s'appuie, vous voyez, sur un tout petit ordinateur comme ça. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. C'est ce qu'on appelle un Raspberry Pi. Donc on a parlé d'Arduino tout à l'heure. On n'en est pas très très loin en fait. C'est donc une carte comme ça qui est grosse comme une carte de crédit. C'est un ordinateur. Il y a un microprocesseur, il y a la mémoire, il y a les ports USB, il y a le réseau, le Wi-Fi, le Bluetooth, il y a tout ça. Ça vaut quoi ? 40 balles, 50 balles, un truc comme ça. Et vous avez un mini ordinateur qui vous permet maintenant de faire plein de choses, mais entre autres aussi de pouvoir rejouer à pratiquement 40 ans de l'histoire du jeu vidéo comme ça, directement dans un mouchoir de poche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabrice. On va conclure cette Maker Faire Paris. Bertrand, peut-être avec le mot de la fin, alors que Yann Angel nous rejoint sur le plateau, bien sûr, cette œuvre pour clôturer cette dernière émission Tous Makers. Yann Angel qui est un passionné de cosplay avec ses costumes hallucinants. Miguel qui nous a accompagnés aussi tout au long du week-end pour l'interaction. J'ai cru qu'il allait se mettre à côté de Bumblebee parce que si vous voulez, en matière d'échelle, on y va. Va tous se lever. Et Bertrand, avant de terminer, je pense que non, on se lève, on se bouscule. Tu ne te réveilles pas. Avec Mathilde et Jacques aussi qui peuvent mais bien tout le sûr monde, revenir. Et Bertrand, l'appel aux makers, c'est hyper important pour toi pour conclure ces 2 jours qu'on a passés ensemble. L'appel aux makers, il est désormais permanent. Parce que finalement, être maker, c'est ne plus jamais être seul. C'est faire des choses au sein de cette grande famille internationale. Et finalement, oser candidater avec des projets. On vient d'ouvrir un appel aux makers permanent sur notre site france.makerfair.com. Et désormais, vous pourrez à tout moment poster vos projets. Et nous, on n'aura qu'une chose à faire, c'est d'essayer de les mettre en valeur, de vous inviter sur toutes nos Maker Faire à travers le monde et d'être le porte-parole de ce mouvement qui grandit. Je pense sincèrement que Maker Faire est éternel, que ce mouvement qui apporte des vraies solutions concrètes tous les jours continuera de grandir au-delà de nos frontières. Et puis on le voit, Fabrice, quand il parle de Recallbox, on ne peut plus l'arrêter. Oui. C'est qu'un mouvement de passionnés. Donc génial. On adore ça. Et moi, je pourrais aussi vous en parler toute la nuit. Postez vos projets sur france.makerfair.com et puis et nous on vous aidera. Et puis merci à tous les makers qui ont été connectés. Et si on devait avoir qu'un seul mot de fin, ça c'est très important aussi, mais si on devait avoir qu'un seul mot de fin sur cette Maker Faire et si on devait synthétiser tout ça, n'oubliez pas un truc, faites chez vous, essayez, prototypez, essayez. Pourquoi ? Parce que encore une fois, c'est ce que on essaie de vous faire comprendre avec cette Maker Faire, c'est que dans un premier temps, si vous réussissez, c'est très bien, vous ferez des choses encore formidables après. Et si vous échouez, c'est pas grave parce que au moins vous aurez appris quelque chose et vous ferez encore mieux la prochaine fois. Donc faites, si vous réussissez, c'est bien. Si vous échouez, vous apprendrez et vous recommencerez encore mieux. Mais surtout, lancez-vous, n'ayez pas peur et entourez-vous des Fab Labs et tous les autres réseaux des tiers-lieux qui pourront vous aider avec énormément de passionnés qui seront là pour vous tendre la main. Merci beaucoup, merci Bertrand, merci Fabrice, merci à tous les makers qui sont venus tout au long de ces 2 jours de ce week-end Maker Faire Paris. Merci Miguel, merci à toute la régie technique aussi pour ces 2 jours très intenses. Incroyable. 8 heures d'émission quand même en direct. Merci à Rémi à la réalisation, Sandrine au top. Merci à Laure, chef de projet de ce Maker Faire. Merci à toute l'équipe d'Événements d'Elle. Merci à Christophe Rayon, bien sûr, de Maker Faire, le boss de Maker Faire France. Tous les techniciens, tous les gens qui ont œuvré pour que cette Maker Faire digitale, première du nom,
soit un succès. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Merci Miguel pour toute l'écriture aussi des émissions, de ces 8 heures d'émissions. On parlait des makers aussi, c'est un truc tout bête, mais j'aimerais avoir un petit coup de cœur pour justement Sébastien qui tient la caméra, parce que depuis tout à l'heure, il fait des plans léchés au possible, avec 3 fois rien, 2 miroirs, une petite lampe de couleur. Vous re-regarderez les replays et vous allez voir, encore une fois, qu'avec 2 fois rien, on fait des choses absolument formidables. Et c'est peut-être aussi à l'image, justement, de cette Maker Faire. Bravo à tous, on se dit au revoir, à l'année prochaine, à très vite. À très vite, surtout, et en vrai, on l'espère, on croise les doigts. Des bisous. Bye bye. Thank you.